Bonjour. Bonjour, bonjour André. Que penses-tu de l'accord de cessez-le-feu? Les Israéliens sont ravis. Je n'ai pas vu mes voisins aussi heureux depuis 2 ans. Que disait-on sur nous ces 2 dernières années? Nous voulions juste ramener les otages et mettre fin à la guerre pour empêcher le Hamas de reprendre des otages. Tout le monde est enthousiaste de voir les otages rentrer cette semaine sans savoir dans quel état ils seront. Alon Noël risque de devenir partiellement aveugle à cause de blessures par éclat d'obus non soignées lors de son enlèvement le 7 octobre à Tursday. Nous avons tous vu la vidéo d'Eviatar David, réduit à l'état de squelette, forcé de creuser sa propre tombe pour une vidéo de propagande du Hamas. Mais il y a un soulagement palpable qu'ils rentrent enfin chez eux. Certes, des questions subsistent sur la suite, mais tous se réjouissent du retour des otages après 2 ans d'enfer. Que pensez-vous du fait qu'il a fallu l'intervention du président des États-Unis pour parvenir à cet accord? Pourquoi Israël n'aurait-il pas pu le faire lui-même? Le président des États-Unis a convaincu les soutiens étatiques du Hamas, le Qatar et la Turquie, de lui demander de libérer les otages. Ils ont été intimement impliqués, après 2 ans de soutien au Hamas dans ce conflit, pour aider à négocier cet accord. Le Hamas était dos au mur, sous une énorme pression militaire israélienne, craignant la conquête totale de la bande de Gaza. Les dirigeants du Hamas, bien sûr, tous tués par Israël. Mais cette pression militaire n'était pas la seule. Cela a créé une opportunité pour la diplomatie que le président des États-Unis a apportée. Remarquez le génie du plan de Donald Trump, il est important de s'y attarder. Il a séparé les négociations de rançon pour les otages de la question de l'avenir de Gaza et du lendemain. Il a déclaré: il est interdit de garder des otages comme monnaie d'échange. Je n'aime pas les plans précédents prévoyant de garder des otages pour négocier votre survie lors de la phase 3. Tous les otages sortent d'abord, puis nous négocions ce qui compte vraiment, vraiment, vraiment pour le lendemain, à savoir le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza et la déradicalisation, qui sont les conditions préalables à une paix durable. Vous avez vous-même parlé de ce que les otages israéliens ont enduré aux mains du Hamas. Nous avons entendu Hugo Bachega, notre correspondant, dire il y a peu que la destruction à Gaza est généralisée et que beaucoup n'ont plus de maison où revenir. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé à Gaza avec l'Organisation des Nations Unies, le chef de l'Organisation des Nations Unies décrivant cela comme une catastrophe provoquée par l'homme, un échec de l'humanité, nous avons vu toutes ces images de femmes et d'enfants émaciés et mourants. Cela vous a-t-il embarrassé? La destruction à Gaza est le résultat du régime terroriste du Hamas, qui a déclaré la guerre il y a 2 ans et qui l'amène depuis un champ de bataille urbain qu'il a piégé jusqu'aux dents. Je ne pense pas que les gens comprennent la nature de la guerre que le Hamas a déclenchée le 7 octobre. Combattant depuis un réseau de 500 km de tunnels sous les maisons, écoles, mosquées et hôpitaux, empêchant les civils de fuir, détournant l'aide et exploitant une ferme de serveurs sous le siège principal de l'Organisation des Nations Unies à Gaza, cette destruction rappelle que le régime du Hamas ne doit plus jamais pouvoir utiliser la bande de Gaza comme rampe de lancement pour des attaques et invasions contre Israël. Est-ce que cela me réjouit de voir des scènes de destruction à Gaza? Absolument pas. Nous n'avons jamais voulu cette guerre. Nous ne voulions pas qu'elle commence. Mais le Hamas a entraîné Israël dans une guerre urbaine où il avait militarisé chaque centimètre du paysage urbain de Gaza, où des soldats ont déclaré que lorsqu'ils entraient dans une maison, le premier endroit où ils cherchèrent des entrées de tunnels était dans les chambres d'enfants. Le régime du Hamas doit donc maintenant être retiré du pouvoir et démilitarisé afin qu'il ne puisse plus jamais utiliser la ville de Gaza comme base de lancement de missiles et d'invasion d'Israël. Les quelques 70 000 personnes qui seraient mortes lors de la guerre à Gaza, dont la plupart étaient des civils, considérez-vous cela simplement comme des dommages collatéraux? Eh bien, personne ne serait mort si Gaza n'avait pas déclenché une guerre le 7 octobre 2023, lorsque 3000 terroristes ont envahi, brûlé des familles israéliennes vivantes dans leurs maisons, perpétré des actes barbares de violence sexuelle et emmené 251 otages dans des tunnels sous les hôpitaux de Gaza. Chaque mort civile est une tragédie, et elles auraient toutes pu être évitées si le Hamas n'avait pas déclenché cette guerre. Tout cela aurait été évité si le Hamas avait libéré les otages et quitté le pouvoir dès le début du conflit. Après le massacre du 7 octobre,
le Hamas a menacé de recommencer et a déclaré fièrement sur Al Jazeera: Nous sommes fiers de sacrifier nos martyrs. Le Hamas avait une stratégie délibérée de boucliers humains et de sacrifices humains à l'intérieur de Gaza, où il était prêt à provoquer la destruction du peuple de Gaza simplement pour faire saigner Israël. Et cette secte de la mort djihadiste qui gouverne Gaza, qui contrôle encore la moitié de Gaza, et d'ailleurs, vous ne l'avez pas mentionné dans votre rapport, procède aujourd'hui à des exécutions publiques de dissidents et d'opposants dans les rues de Gaza, ne peut pas être autorisé à gouverner Gaza le lendemain de cette guerre. Sinon, il y aura une prochaine guerre à Gaza. Nous souhaitons que ce soit la dernière guerre de Gaza, celle-ci ayant déjà été assez horrible. Merci. Vous? Vous évoquiez comment vous pensiez que le cessez-le-feu avait tenu jusqu'ici. Et à long terme, qu'en pensez-vous? Parce que le plan en 20 points de Donald Trump a été assez largement interprété comme formulant effectivement un État palestinien, ce avec quoi, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord. Nous devons immédiatement libérer tous les otages, vivants ou non. Et les familles des otages craignent que le Hamas essaie de garder certains de ses corps comme monnaie d'échange pour de futures négociations. Mais selon le plan de Trump, il y a de nombreuses étapes à franchir avant de pouvoir discuter de ce à quoi pourrait ressembler une résolution permanente du conflit israélo-palestinien. Le Hamas doit d'abord être désarmé. Le Hamas a affirmé à Sky News qu'il ne rendra ses armes qu'à une armée palestinienne qu'il intégrerait et commanderait. Le plan exige que le Hamas abandonne le pouvoir à Gaza. Aujourd'hui, le Hamas organise des exécutions publiques à Gaza pour effrayer dissidents et opposants. Et le plan stipule que le Hamas doit être démilitarisé, et le Hamas n'a jamais accepté ces conditions. Le premier point du plan stipule que Gaza doit être déradicalisé. Donc, l'idéologie djihadiste qui a fait que la plupart des gens là-bas ont soutenu la décision du Hamas de faire la guerre en brûlant des familles israéliennes dans leur maison le 7 octobre. D'accord, eh bien, vous avez déjà fait ce point. Ce que je demande simplement, c'est ce que vous pensez qu'il devrait se passer à l'avenir, une solution à deux États. Ou qu'est-ce que vous voulez voir? Tony Blair dirigeant un gouvernement intérimaire à Gaza, ce qui a été l'autre suggestion. Eh bien, je veux voir la paix entre Israël et ses voisins palestiniens. Et je suis d'accord avec le plan Trump, à savoir que pour que cela se produise, le Hamas doit être désarmé. Gaza doit être démilitarisé. La population doit être déradicalisée. Il faut une reconstruction qui motive les gens à bâtir une nouvelle Gaza plutôt qu'à la rétablir comme base d'attaque contre Israël, comme après chaque guerre passée. Et si nous pouvons surmonter ces obstacles très sérieux, ce n'est en aucun cas une conclusion évidente. Hamas rejette cela. Alors je pense qu'il y a de nombreuses opportunités pour imaginer à quoi pourrait ressembler la paix. Que ce soit une solution à 2, 3 ou 5 États, la paix est impossible tant que le Hamas reste armé, Gaza militarisé et que l'idéologie djihadiste domine toujours Gaza. Le plan de Trump doit être entièrement appliqué, étape par étape, sinon la crise continuera et une nouvelle guerre éclatera. Nous ne voulons pas d'une autre guerre. Donc, le plan de paix de Trump doit être appliqué. Donc, si vous êtes d'accord avec le plan de Trump, cela signifie aussi que vous êtes d'accord pour établir un État palestinien reconnu. Le plan de Trump ne prévoit pas explicitement un État palestinien. Et nous pouvons aborder les raisons pour lesquelles les Israéliens pensent qu'un État palestinien serait une catastrophe si vous souhaitez orienter l'entretien dans cette direction. Dans tous les cas, cela représente la fin d'un très long processus qui exige des choses que le Hamas rejette actuellement. Le Hamas rejette le principe du désarmement. Il rejette le principe de la démilitarisation. Il rejette le principe de la déradicalisation. Donc, toute solution à long terme, cette discussion n'a pas lieu d'être. C'est hypothétique si nous avons toujours affaire à la moitié de Gaza contrôlée par une armée terroriste djihadiste, dont l'objectif est la destruction de l'État d'Israël et qui se sent justifiée par la décision de faire la guerre. Si nous déradicalisons totalement la population, elle souhaitera vraiment la paix avec Israël, pas la guerre. Si le Hamas est désarmé, si Gaza est démilitarisé, tout devient possible en matière de paix. Mais encore une fois, rien de tout cela n'arrivera. Et l'horizon à long terme n'est pas pertinent si, à court terme, le Hamas conserve ses tunnels et ses roquettes et se sent conforté dans sa décision d'être entré en guerre le 7 octobre et de mener ce combat depuis l'intérieur et sous les zones civiles de Gaza. C'est l'élément essentiel de tout futur règlement de paix. Merci de nous avoir rejoints. Voici l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Lévy.